scandale, le pacte liant les deux principaux actionnaires du groupe, à savoir la famille Bettencourt-Meyers et le groupe suisse Nestlé, prend fin demain. Alors Nestlé va-t-il se renforcer au capital du géant français des cosmétiques ou céder ses parts? Bonjour Rodolphe Vial. Bonjour Claire. Vous êtes fondateur d'ABC Bourse. Alors on va en parler avec vous, mais peut-être d'abord un mot sur ce qui s'est passé hier à Wall Street, sur ce gadin de Facebook qui a entraîné dans sa chute d'autres valeurs technologiques, des valeurs des GAFA et tout le Nasdaq qui a plongé, donc forcément le Dow Jones et le S&P 500 également. Oui, effectivement, Claire, l'affaire Cambridge Analytica, exactement sur Facebook, qui lui a coûté 30 milliards de capitalisation sur la séance, avec une baisse de 6,5%. Alors, bon, certes, le coup est dur, mais au final, quand on regarde le graphique, on se retrouve même pas sur les points bas du début février. C'est dire si le titre avait beaucoup monté ces derniers temps. Mais évidemment, Wall Street s'inquiète, et s'inquiète à juste titre, puisque les GAFA ont pris un poids colossal dans les indices technologiques américains. Songez que si on prend par exemple les 4 grosses, Apple, Facebook, Alphabet, donc la maison mère de Google, et Amazon, c'est 25% de la capitalisation du Nasdaq Composite. Donc ça veut dire que si ça dérape, ça peut faire très très mal. On est même sûr que ça n'a pas plus dérapé hier finalement, vu le poids que représentent ces valeurs dans la composition du Nasdaq. Complètement. Alors l'affaire est grave quand même, il ne faut pas la sous-estimer. Les responsables politiques des deux bords réclament au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, de venir s'expliquer devant le Congrès. Il y a 2 procureurs d'État au Connecticut et au Massachusetts qui ont annoncé l'ouverture d'enquêtes. Voilà, alors déjà qu'il y a une grosse pression politique, notamment sur la gestion de l'ingérence russe. Là, ça va vraiment apporter de l'eau au moulin aux personnes de plus en plus nombreuses aux États-Unis qui estiment que les géants du numérique sont insuffisamment régulés. Donc on touche vraiment le cœur de métier de Facebook, de Facebook, puisque c'est son modèle économique même, c'est la monétisation des données personnelles, c'est la sécurisation de ces données, quel est son rôle dans l'élection US de 2016, etc. Il y a beaucoup de questions en suspens. Le groupe va être sous le feu des critiques et des amendes potentielles à la clé qui peuvent être très importantes, puisque on se pose la question en ce moment de savoir si cette fuite, au final, n'a pas violé un accord qu'avait noué le réseau social en 2011 avec la Commission fédérale du commerce américain concernant ces données personnelles. Alors si vraiment ça viole cet accord, ça peut être des amendes qui se chiffrent en milliards, parce que les Américains ont souvent la main lourde sur les amendes. Oui, parce qu'en fait cette affaire n'est pas nouvelle. Déjà en 2015, Facebook avait attaqué Cambridge Analytica quand ils avaient découvert la façon dont ils collectaient leurs données en utilisant un faux prétexte d'enquête psychologique pour faire cliquer les gens et donner des infos. Mais en fait, ce que révélerait le New York Times, c'est que alors que Cambridge Analytica devait supprimer les données, ça n'a pas été fait, ce qui veut dire que Facebook n'a pas surveillé. Exactement, c'est tout à fait ça, puisque vous avez raison, ça s'est passé entre 2013 et 2015, et quand Facebook s'est aperçu que ce faux sondage qui permettait d'aspirer les datas des comptes et des comptes de ses amis, etc., pour arriver jusqu'à 50 millions de personnes, ils ont coupé les accès, ils ont demandé la suppression des données, mais ces données apparemment n'ont pas été supprimées, elles ont circulé à droite à gauche et elles ont été exploitées. Voilà, donc ça pose beaucoup de questions, et je pense qu'on est vraiment au tout début de l'histoire, ça risque de durer un petit moment. Oui, parce que cette régulation, elle ne va même pas, ce besoin, cette demande de régulation, elle ne va même pas s'appliquer qu'à Facebook, parce que Google aussi repose énormément sur l'utilisation de big data, de même que Amazon, même s'ils ont d'autres activités économiques qui leur permettent peut-être de justifier cette forte valorisation sur les marchés. Oui, complètement. C'est le cœur de métier de tous ces ensembles qui proposent pléthore de services gratuits. Quand c'est gratuit, vous êtes le client, tout simplement. C'est le dicton très connu. Donc, ils utilisent tous les données personnelles. Microsoft aussi, puisqu'on l'a vu, il y a eu des nombreuses polémiques avec le dernier Windows 10 qui collectait des données au départ à l'insu des utilisateurs pour pouvoir monter des profils et ensuite revendre ces datas. Donc, ils sont tous basés sur ce modèle. Alors, il y a du commerce électronique au milieu, mais il y a beaucoup de modèles basés sur les données personnelles, avec un encadrement qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, il y a une telle puissance de ces GAFA aussi, une telle puissance auprès du monde politique, auprès des régulateurs, que pour l'instant, les lignes n'ont pas beaucoup bougé, mais
attention, là on sent que des deux côtés de l'échiquier politique américain, il y a des demandes d'explications qui sont faites et il y a une certaine unanimité de la classe politique, ce qui est quand même assez rare, pour demander en tout cas des comptes à Facebook. Ouais, 50 millions d'électeurs américains quand même dans cette affaire de Cambridge Analytica. Ouais. Le chiffre est énorme. Alors que normalement l'actualité aurait dû être marquée bien plus par la réunion de la Fed qui doit se tenir demain, qui passe presque un peu inaperçue à côté de ce scandale Facebook. Mais tout de même demain, donc la Fed va avec une très forte probabilité annoncer une hausse de ses taux de 0,25%, mais ce qu'on ne sait pas encore très précisément, c'est combien de hausses de taux elle va annoncer. Ça va être le premier discours vraiment très sérieux de Jérôme Powell. Et oui, baptême du feu pour Jérôme Powell. Hein. Il devrait tenter d'imprimer sa marque, en toute logique, puisque ce sera sa première conférence de presse et il présidera sa première réunion de la Fed. Là, évidemment, c'était le principal rendez-vous de la semaine jusqu'à maintenant. Enfin, ça reste quand même extrêmement important. Hein. Au-delà de l'affaire Facebook, on l'a vu hier, ça a pesé quand même sur les marchés. Ouais. Bon, la quasi-totalité des analystes tablent sur ce relèvement de taux de 25 points de base, de 1,50 à 1,75. Ça, je crois que c'est totalement acté. Maintenant, la véritable question, c'est de savoir si la Banque centrale compte procéder à 2 ou 3 hausses de taux supplémentaires cette année, c'est-à-dire est-ce qu'on en aura 3, est-ce qu'on en aura 4, et c'est là toute la question. Une question qui ne trouve pas vraiment de réponse aujourd'hui, puisque pour accélérer son calendrier de hausse de taux, il va falloir qu'elle juge l'économie américaine suffisamment forte. Alors, si on se base sur les dernières statistiques, on a eu des statistiques qui ont mis la pression, comme l'augmentation plus forte que prévue des salaires sur les derniers chiffres. Alors ça va inquiéter tout le monde. Un emploi robuste aussi, mais par contre des données un peu décevantes sur la consommation. Donc le tableau est mitigé en fait, entre 3 et 4 hausses cette année, mais je crois que pire que ça, c'est plutôt le calendrier 2018-2019, parce que sur l'ensemble des 2 années, la Fed avait convenu au départ de faire 5 hausses de taux. Si elle s'oriente vers 4 cette année, on pourra en avoir 7 sur les 2 années, ce qui commence à faire beaucoup pour les marchés, qui seraient peut-être capables d'en absorber 4 cette année, mais 3 de plus l'an prochain. Ça peut être lourd. C'est l'incertitude totale, et j'ai vraiment du mal à vous donner un avis tranché là-dessus, parce que les données économiques sont un petit peu contradictoires. Mais on le voit ce matin sur le CAC, ça bouge pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Les marchés semblent être dans l'attente de ce discours. Oui, c'est sûr que là, d'un point de vue tendance, il n'y a rien à attendre en l'espace de 48 heures. Il ne va rien se passer jusqu'à demain. Il y a trop d'incertitudes, personne ne voudra se placer. On est vraiment dans une zone d'attente sur le CAC 40, sauf éléments exogènes qui sortiraient du chapeau. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Oui, alors j'en parlais en préambule. L'Oréal et Nestlé, donc demain 21 mars expirera le pacte d'actionnaires qui liait la famille Bettencourt à Nestlé depuis 1974, et comme le prévoit le dernier accord en date du 10 février 2014, ce dénouement intervient 6 mois jour pour jour après le décès de Liliane Bettencourt le 21 septembre 2017. Donc maintenant, Nestlé, qui détient 23,17% du capital, pourrait accroître sa participation alors qu'avant il ne le pouvait pas. Exactement, c'est très bien résumé. Donc c'est un grand jour demain quand même, puisque 74 ça fait une date. Alors c'est un placement extrêmement important et qui a été un excellent placement pour Nestlé, il faut quand même le dire. D'ailleurs le patron de Nestlé l'a rappelé, sur les 42 dernières années, le placement dans L'Oréal a rapporté 12% par an à Nestlé, ce qui est colossal, et 14% par an sur les 10 dernières années. Alors il n'y a aucun placement sur le marché, honnêtement, qui pourrait faire aussi bien que ça, entre un dividende généreux et une valorisation continue du groupe de cosmétiques qui a vraiment pris une taille mondiale, leader mondial en plus de 40 ans. Nestlé peut vraiment se frotter les mains. Pour vous dire, Claire, ça a représenté 9% du bénéfice net de Nestlé sur la période. C'est-à-dire que quasiment 1/10 des bénéfices du géant suisse provenaient de son placement dans L'Oréal. Donc c'est un placement très important. Il y a vraiment
on va dire 2 scénarios sur la table, à mon sens, sur la suite. Le premier scénario, c'est le statu quo. Ouais. C'est le statu quo d'abord parce que c'est un placement, c'est un très bon placement. Alors s'ils vendent cette participation, ça c'est la deuxième option. Je pense pas que l'option du renforcement soit sur la table. D'ailleurs, le patron de Nestlé, quand il a évoqué la fin de ce pacte, n'a vraiment pas mis en avant un accroissement de cette participation au capital. Mais il faudrait que la famille Bettencourt l'accepte, qui détient 33% du capital. Exactement. Donc les deux vraies options, c'est première, je vends, deuxième, je garde. Garder, je vous dis, c'est un bon placement. Il va falloir qu'ils aient une bonne raison d'utiliser le cash différemment. La vente est plus probable, alors peut-être pas à court terme, mais à terme, et pourrait se faire de deux façons. D'une part, Nestlé pourrait distribuer les actions L'Oréal à ses actionnaires. Il y a certains fonds activistes chez Nestlé qui militent pour cette option. Et la deuxième option, évidemment, puisque L'Oréal et le management de L'Oréal l'a bien rappelé, L'Oréal est prêt à racheter sa participation. Alors ils ont du cash, hein, ils ont 1,8 milliard à peu près d'euros en cash. Ils ont évidemment leur participation dans Sanofi qui leur permettrait de récupérer aussi du cash, et ils ont aussi une facilité à lever de l'argent auprès des banques qui permettrait de racheter les 23%. Vu la solidité du groupe, on emprunte facilement. Exactement, voilà. On ne prête qu'aux riches, c'est bien connu, et donc il n'y a pas de problème pour L'Oréal. Donc pour moi, voilà, vraiment pas de stress sur le dossier. Au contraire, plutôt un upside à jouer sur le titre qui était un peu hésitant et qui est en consolidation depuis quelques semaines. Voilà, c'est la fin d'une époque et tout le monde se demandait est-ce qu'il peut pas y avoir un peu de spéculation là-dessus. Voilà, ça reste une très belle entreprise avec une croissance formidable, des fondamentaux très très sains, un rendement généreux, je l'ai dit tout à l'heure, et pas de risque capitalistique à court terme. Donc l'investissement idéal. Exactement, paire de feuilles. En profiter en ce moment, vu que le titre est un peu hésistant et ça ne va, selon vous, certainement pas durer. Oui, en tout cas, je vous le rappelle, en 42 ans, c'est 12% de gains par an. Alors voilà, s'il fallait faire qu'un seul placement en bourse, il serait pas mal quand même. Merci Rodolphe Vial. Je rappelle que vous êtes fondateur d'ABC Bourse.